une maladie. Bon, on espère que d'ici à là, il va nous rejoindre. Il s'agit bien sûr de René Bakota qui représente le PUS sur ce plateau qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait problème sur la loi, l'article notamment 246, un article qui fait un ancrage sur la décentralisation, plus précisément sur la super-mère, les délégués du gouvernement qui désormais seront appelés des super-mères et qui, de facto, ce poste sera donc supprimé selon la proposition de cette loi et principalement de cet article. Alors, Jean-Baptiste Atemenge, cet article, c'est quoi le problème de cet article exactement? Pourquoi est-ce que ça fait autant jaser? Alors, il faut demander à ceux qui le contestent l'article. Personnellement, je crois que c'est un dispositif qui me semble provisoire, comme d'autres dispositifs dans le chantier de construction de notre République. Évidemment, cet article fait allusion à la notion d'autochtonie, d'origine dans des régions pour pouvoir candidater au prochain poste de maire de la ville qui va remplacer les postes de délégués du gouvernement. Alors, j'ai dit c'est un dispositif provisoire parce que en tant que républicain convaincu, je sais que la notion d'autochtone est incompatible avec l'idéal républicain en tant que tel. C'est-à-dire que la notion d'unité nationale, telle que nous la défendons depuis 3 ans, depuis que, par exemple, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a commencé, et qui est celle qu'ont imaginé les pères fondateurs bien avant l'indépendance, les nationalistes, et ensuite notion d'unité nationale qu'ont mis en œuvre le premier chef de notre jeune État, le président Amadou Ahidjo, qu'a poursuivi le président Paul Biya. Cette conception de l'unité nationale demeure, à mon humble avis, la meilleure, c'est-à-dire celle qui passe par l'intégration nationale, celle qui voudrait que chaque Camerounais, partout où il se trouve, soit chez lui. C'est aussi une conception républicaine qui nécessite beaucoup de progrès en termes d'assimilation nationale. Et quand chacun de nous naît, il naît avec une identité, il grandit et acquiert parfois d'autres identités de son choix, identité religieuse, identité professionnelle. Mais la nationalisation de la politique suppose un minimum d'unité culturelle et morale de la nation. C'est-à-dire que c'est un processus tel que nous concevons la République, qui doit permettre la différenciation nette entre ces identités primaires qui relèvent du privé, du secteur privé, identité tribale, identité religieuse, et ce qui doit nous rassembler au niveau de l'espace public, c'est-à-dire l'espace politique. Et cette évolution doit se faire avec un certain équilibre. Nous avons des discriminations et des équilibres que nous devons maintenir en avançant vers cet idéal. Quand on évoque par exemple l'équilibre, on pense à l'équilibre régional. Quand on évoque l'équilibre, on pense à la protection d'un certain nombre de minorités. Alors, selon les pays et selon les époques, cette différenciation est plus ou moins nette. Il y a des nations, des démocraties, en fonction de leur histoire, qui ont limité cette différenciation parce qu'à un moment donné, l'équilibre républicain voudrait parfois qu'on maintienne justement ces différenciations à un moment donné de l'histoire de la nation. Et je pense que les théoriciens des identités nationales peuvent mieux nous renseigner. Mais si vous allez aux États-Unis, quand on discrimine et on dit minorité dans la Constitution, c'est pour protéger par exemple les indigènes, un certain nombre d'autochtones, parce que leur protection devient
un impératif républicain. Donc, jusqu'à ce que peut-être un jour ces indigènes deviennent des Américains qui n'ont plus besoin de cette discrimination positive. C'est le cas aussi, par exemple, du problème social des Noirs américains. Donc la discrimination positive permet effectivement qu'il y ait une dérogation à la règle absolue républicaine qui veut une égalité absolue de tous les citoyens. Cette discrimination positive permet à un moment donné de façon provisoire de sauvegarder justement l'idéal républicain. Sans cette disposition, on pourrait tomber dans la perversion de l'individualisation et de l'oubli des minorités ou même de leur écrasement. Donc je crois qu'il faut resituer cet article dans ce contexte. Et ensuite, la politique, c'est des rapports sociaux, il faut être réaliste. En réalité, cet article aujourd'hui, c'est un dispositif écrit, mais c'est une réalité sociale écrite en fait, qu'on écrit. C'est une réalité camerounaise selon vous, quand vous l'analysez? Oui, c'est une réalité qui est encore celle qui est celle du Cameroun, qui ne me satisfait pas moi personnellement en tant que républicain pur et dur, mais qui ne doit pas faire perdre l'idéal républicain qu'ont imaginé nos pères fondateurs. Maintenant, le paradoxe et ce qui est ridicule, c'est que ceux qui depuis des mois défendent plutôt une conception de la société qui promeut le repli sur soi, on a entendu comme toute une religion depuis des semaines de parler de fédéralisme. Quand on a dit aux gens le fédéralisme au Cameroun veut dire repli sur soi, quand on a dit ceux qui soutenaient une certaine connotation tribale de la revendication dite anglophone, pour eux, à des fins politiciennes, c'est bien parce que c'est hostile, ça nuit peut-être au régime en place, mais en termes de valeurs républicaines, c'est une revendication d'abord tribale qui remet en cause effectivement une certaine conception. Donc vous ne pouvez pas avoir défendu ça nuit et jour depuis des mois, et aujourd'hui, être les premiers à jouer aux Républicains. Je crois que les Camerounais sont témoins de qui incarne ces valeurs. Pour terminer là-dessus sur les communautés urbaines, vous savez très bien que jusque-là, ces délégués du gouvernement sont nommés par décret présidentiel. Et ce que le chef de l'État, le président Paul Biya, fait régulièrement, c'est que justement, il prend en compte au niveau de surtout de ces grandes communautés urbaines que sont Douala et Yaoundé. Si vous voyez très bien à Yaoundé, le délégué du gouvernement depuis longtemps a toujours des adjoints qui sont issus, qui sont nommés, qui sont issus soit de l'Ouest, soit du Grand Nord, soit du littoral, pour prendre en compte cette nécessité de vivre ensemble dans ces grandes capitales qui n'appartiennent vraiment plus qu'aux autochtones, mais qui sont des capitales de tous les Camerounais. Donc ça, c'est dans la politique que mène le chef de l'État, c'est déjà pris en compte. Maintenant, il est évident que pour la désignation des délégués de gouvernement, jusque-là, l'équilibre voudrait aussi, et c'est ce que le chef de l'État fait, qu'il y ait des aménagements, qu'on évolue progressivement vers l'idéal républicain. Mais jusqu'à présent, à Yaoundé, par exemple, pour ne citer que ce cas, si vous allez dans les familles dites autochtones de Yaoundé, vous verrez très bien qu'elles vous diront qu'en dehors du maire André Maré, du maire Fouda André, les autres délégués du gouvernement régulièrement se font même discriminer ici. On vous dira qu'ils ne sont pas vraiment d'ici, que le délégué, l'ancien feu délégué Amogunoma était un Vokmanga, que les Vokmanga ne sont pas de Yaoundé. On vous dira qu'un tel ou... donc ça arrive, mais grosso modo, il y a un équilibre provisoire à préserver pour que on avance vers l'idéal républicain. Et je crois que ceux qui sont les moins républicains depuis 3 ans, ça me fait rigoler qu'ils soient les premiers à crier aujourd'hui. C'est ce qui est le plus amusant dans toute cette histoire. Merci Jean-Baptiste. René Bakota nous a finalement rejoint. René, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux co-panélistes. Je présente déjà mes excuses. J'ai été victime des pratiques de déplacement du président de la République. Donc on a dû barrer les routes juste devant moi, mais bon,
je suis là, c'est ça. Vous êtes battu pour arriver. Merci d'être venu. On parlait de la situation, de la problématique de l'article 246. Pour vous, qu'est-ce qui fâche dans cet article? Bon, disons que ce qui fâche dans cet article, c'est plusieurs choses à la fois. La première, c'est qu'on observe quand même que le pouvoir a bien voulu, si vous voulez, libérer, parce que vous savez que le concept de communauté urbaine tel qu'il se pratique aujourd'hui, il a toujours phagocyté pratiquement les communes des villes où il se trouve. Aujourd'hui, on a observé comme une volonté du pouvoir d'aller vers la libération en termes de désignation même du maire de la ville. Mais en réalité, on voit comment est-ce qu'il conserve les pratiques de désignation d'antan. C'est-à-dire que cette introduction où on dit que le maire doit être originaire de la région d'appartenance de la communauté urbaine, en fait c'est pour conserver les pratiques. Mais sauf que dans un contexte de démocratie, ça pose quand même un sérieux problème parce qu'il devrait appartenir à la population d'opérer les choix. C'est-à-dire que c'est à la population, aux électeurs, de dire que nous n'avons pas besoin d'un tel maire par rapport à tel autre. L'autre chose, c'est qu'en fait, ce choix traduit en fait la conception que ceux qui ont élaboré ce document ont même de la fonction de maire de la ville. Parce qu'en réalité, le maire d'une ville est censé travailler pour tous les résidents de la ville. Quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines, quel que soit, si vous voulez, un ensemble de considérations qu'on peut lui attribuer, liées d'ailleurs à des situations qui ne sont pas forcément dues à sa personne. Parce que, M. Bouba, voyez-vous, vous ne choisissez pas de naître là où vous êtes, même si vous pouvez choisir d'être là où vous êtes. Cela signifie à un moment donné qu'il faut laisser le libre cours à la démocratie s'exprimer si on l'a fait. D'ailleurs, au niveau des communes et même des députés, aujourd'hui, de plus en plus, on observe, y compris même au parti au pouvoir, vous avez, quand vous prenez Yaoundé 6 par exemple, le député RDPC qui est là-bas, c'est un anglophone, pour la simple raison que la majorité de la population qui se trouve là-bas, ce sont des anglophones qui sont majoritaires. Vous allez à Yaoundé 2, le député qui est là-bas, c'est un originaire de l'Ouest. Donc, parce que justement, les analyses faites montrent que dans cet arrondissement, les communautés les plus importantes, ce sont justement les communautés de l'Ouest et dans une certaine mesure les communautés du Nord. Donc, du coup, je pense que il faut soit aller définitivement vers la situation en se disant, soit on laisse faire entièrement, sans toutefois étouffer à un moment donné l'expression de la démocratie, soit on retient. Peut-être qu'on aurait même pu conserver simplement que le président de la République continue de nommer le délégué du gouvernement et que les adjoints sont élus, on aurait pu trouver une formule. Parce que on revient avec encore le concept de l'autochtonie, autochtone, allogène. C'est ça qui se traduit encore à travers justement cette... Et j'avoue qu'au-delà des passions que suscite, si vous voulez, cet article 246, parce que pour moi, c'est le moins important. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dénoncer dans ce code qui paralysent en réalité le fonctionnement véritable même des différentes collectivités territoriales, dont on aurait pu s'attarder dessus. Mais bon, l'opinion a choisi de jeter le dévolu dessus. Parce que pour nous, au Son du Plus, finalement, nous sommes heureux que le débat revienne. Vous vous souvenez qu'en avril de cette année, nous avons commis un mémorandum de sortie de crise où l'une des propositions que nous faisions, c'était qu'il fallait faire évoluer le concept d'autochtonie. Parce que actuellement, le concept d'autochtonie, il est rattaché à l'origine, au sang. Pour nous, ça doit être un concept qui doit être rattaché à l'espace. Parce que l'enfant et même la personne que vous êtes est plus l'émanation de l'espace dans lequel vous évoluez que vos origines. Il y a des personnes qui sont parties depuis des années de leur origine, ils n'ont même plus rien à partager avec ces origines-là, mais qui se sentent plus, si vous voulez, dans le milieu où ils vivent, que dans le milieu on voudrait forcément leur attribuer. Et d'ailleurs, ce concept a évolué dans certains cas. Lorsque vous prenez le concours de Polytechnique, aujourd'hui, la question de la régionalisation à Polytechnique, c'est 12 régions. Parce qu'on a fini par comprendre que Douala et Yaoundé en eux seuls constituent des régions. On ne peut plus aller dans la logique où on dit région du centre, région du sud. On a fini par enlever Douala et Yaoundé et les constituer en termes de région pour ce qui est par exemple d'un concours comme celui de Polytechnique. Je crois que le débat doit être sur l'évolution du contenu, du degré de signification qu'on voudrait donner au mot autochtone. Alors, Pinon Ongba, il faut préciser que cette mesure ne concerne pas les maires d'arrondissement, c'est les maires de ville.
Est-ce que si cela est toléré au niveau de l'arrondissement, pourquoi ne pas faire la même chose au niveau des super-maires? Est-ce que ce n'est pas d'un poids, deux mesures? Bon, je crois qu'il faut, pour bien analyser cette question, il faut se mettre d'abord dans une perspective historique. Les maires dont on parle aujourd'hui, c'est bien ce qu'on appelle les délégués du gouvernement aujourd'hui. Alors, donc, c'est des délégués du gouvernement déguisés. Bon. Deuxième niveau de compréhension, il faut savoir que la question que nous avons à régler, c'est bien la question, non pas du super-maire ou alors du délégué du gouvernement, mais plutôt la question du mode de désignation de cette personnalité. Vous savez qu'il a été longtemps reproché à l'administration de désigner, ou alors au chef de l'État, de désigner des maires, donc des gens qui sont chargés de gérer le quotidien des collectivités ou alors le quotidien des populations à la base. C'était ça le reproche. Et je crois que la question que le gouvernement a voulu répondre, c'est justement celle de changer le mode de désignation pour qu'on passe, plutôt que d'une désignation, qu'on passe à une élection. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu du débat sur cette question. Maintenant, il faut savoir que même en démocratie, d'ailleurs, en démocratie, il y a des règles. En démocratie, il y a des règles. Je crois que par habitude, donc ça devient comme une coutume chez nous, les délégués du gouvernement ont souvent été originaires vraiment de sang, de la zone déterminée ou alors de la zone concernée, voilà, de la zone de couverture territoriale de la communauté urbaine en question. Ça, c'est la pratique. Je crois que c'est cette pratique-là que le législateur ou alors le gouvernement qui a proposé le projet est en train de vouloir déporter au niveau du mode électif. Maintenant, vous avez posé une autre question. C'est bien, est-ce que les gens qui sont originaires d'une autre région et qui se retrouvent parce qu'ils y résident dans une certaine région n'ont pas le droit d'accéder à la gestion des affaires de la communauté? Et la réponse, effectivement, c'est que oui, ces personnes peuvent être conseillers municipaux, ces personnes peuvent être des maires, mais la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le super-maire. Alors, est-ce que dans une ville de 2 millions d'habitants comme Douala, un seul poste, devrait cristalliser autant d'attention? Moi, je crois que l'enjeu du débat aurait plutôt été qu'on supprime le poste de super-maire, puisqu'il faut ramener les choses à la base. Donc, on se serait bien contenté des maires d'arrondissement, au lieu d'avoir un autre maire qui soit au-dessus. Moi, je crois que le débat technique qu'il devrait avoir sur cette question, c'est quel est le contenu des missions du maire de ville dont on est en train de parler, au lieu de déporter ce problème sur la qualité ou alors l'origine de la personnalité qui devrait occuper le poste de responsabilité. Je crois aussi en tant que républicain que la République a justement pour mission de protéger. Et quand on dit protéger, c'est aussi pour assurer les équilibres sociaux. Alors, il y a une grogne et il faut dire que le gouvernement n'est pas sourd à ce type de revendication, qui indique que des originaires de certaines régions se retrouvent majoritaires dans des régions dont ils ne sont pas originaires et excluent les originaires des originaires de ce terroir-là. Et je crois que c'est le problème que le gouvernement a voulu résoudre à travers ce projet de loi. Comme l'a dit un copanaliste tout à l'heure, les lois sont appelées à évoluer. Donc on ne peut pas en même temps, ainsi, je crois que c'est par prudence que le gouvernement a estimé que on ne peut pas en même temps instituer le mode électif, donc changer le mode. D'aucuns parlent d'une loi futuriste qui voudrait par exemple qu'on retrouve aux têtes de ces communautés urbaines qui deviennent des mairies, des maires de ville, des super-maires. D'aucuns ont pris même certains exemples à travers le monde en disant que, écoutez, le maire de Londres n'est pas forcément de Londres, il vient d'ailleurs. D'autres sont allés même plus loin en disant que Barack Obama n'est pas originaire des États-Unis. Alors, bon, pour vous, est-ce que... Bouba, ce sont les tribalistes même de ce pays qui posent ce problème.
c'est eux le problème de ce pays, ceux qui prennent ces exemples. Quand Barack Obama a été élu président aux États-Unis, Barack Obama a dit par rapport à l'état de son pays qu'il voudrait diriger, a dit à son équipe de campagne que si j'apprends que l'un de vous a mis les pieds dans un groupe ethnique, parfois même quasiment fasciste, des Noirs américains extrémistes, il sort de mon équipe de campagne. Si vous, les extrémistes noirs américains, vous voulez vous approprier ma candidature, tant mieux faites-le très loin de moi. Ça a été l'attitude républicaine de Barack Obama. Donc il s'est présenté par cette attitude comme le chef de l'État potentiel de tous les Américains. Et chez nous ici, la réalité n'est pas celle-là. C'est pour ça que je vous dis la différenciation entre les appartenances tribales et la citoyenneté statio-nationale. C'est selon les époques. Ici, cette différenciation n'existe pas. Quand vous avez un candidat à l'élection présidentielle qui, à l'entame de sa pré-campagne, fait toutes les tontines du village pour récolter argent et dire c'est notre tour. Quand vous avez par ailleurs un autre qui vous fait des convois de Fumban pour Kiossier parce qu'il y a des Bamoun et que l'UDC pour lui c'est le parti des Bamoun. Mais vous pensez que nous en sommes là comme à Londres aux États-Unis? Donc la réalité elle est celle-là. C'est pour ça qu'il faut être réaliste et l'homme politique doit gérer les équilibres. Et ceux qui font semblant, qui tiennent ces discours, ce sont des hypocrites. Et c'est eux le problème de ce pays. Parce que nous, RDPC, nous assumons pleinement notre responsabilité historique pour faire avancer l'idéal républicain que nous ont laissé, que nous ont légué nos grands-parents. Quand vous citez l'exemple des maires et des députés aujourd'hui, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, c'est le RDPC qui les investit. Et ça, c'est avec toute une vertu pédagogique pour qu'on avance. Et vous voyez très bien que ça fonctionne. À Yaoundé, par exemple, l'une des mairies où le RDPC, lors de l'élection présidentielle, RDPC allié, parce que c'était Paul Biya le candidat, là où notre candidat a récolté le plus de voix, c'est souvent dans ces communes qui sont gérées par toute la communauté d'arrondissement issue de toutes les parties du pays. Vous avez vu les scores à Yaoundé 2, vous avez vu les scores à Biémassi, c'était moins mauvais, mais c'était acceptable. Mais, et ça résulte d'une politique qui est celle du RDPC. Est-ce que vous avez vu le président Paul Biya un jour réunir une tontine ou une association de ressortissants de chez lui? D'ailleurs, il est arrivé au pouvoir en 82. Les gens du Sud ne savaient même pas d'où il était. Alors, aujourd'hui, ce sont nos adversaires qui nous ramènent à la situation où on est. Depuis 3 ans qu'on parle de la crise du Nord, du Sud-Ouest. Moi, j'ai entendu, je ne sais pas si Opus, il le disait, mais moi, j'ai entendu partout sur les plateaux, les anglophones veulent ceci chez eux. Les anglophones veulent ceci chez eux. Mais j'ai 1000 fois posé la question, chez eux, c'est où? Dans une république, il y a chez quelqu'un? Et le résultat, c'est que dans une nation, dans une société, c'est l'interaction. Et les autres citoyens, provisoirement, exigent aussi des équilibres. Parce que si moi, à Temengue, je ne suis pas chez moi à Bamenda, si je ne suis pas chez moi à Boya, si un Amadou n'est pas chez lui à Bamenda, n'est pas chez lui à Boya, comment voulez-vous qu'un Bakori soit chez lui à Yaoundé ou à Ngaoundé au nord de la République? C'est ça le problème de l'origine même de la crise anglophone. Et beaucoup de gens ont soutenu pour des raisons politiciennes ces aberrations républicaines. Parce qu'il s'agit notoirement d'une revendication tribaliste. Et aujourd'hui, ce sont ceux-là qui pleurent les premiers. Quand on dit, bon, il y a une loi provisoire, il y a un équilibre, la politique doit gérer les équilibres. Deuxième chose, c'est aux élites politiques de sauvegarder cet équilibre et de la faire progresser avec un minimum de conciliation. Qui se radicalisent, qui saccagent les ambassades, qui font de l'incivisme le mode d'action politique, qui créent les crises post-électorales. Dans ce pays, ce sont ceux-là qui prennent les exemples de Barack Obama et du maire de Londres. René Bakota, du côté du PUS, vous êtes pour une dévolution, une loi, vous avez appelé cette loi futuriste, le droit du sang, qui doit prévaloir pour un développement, le droit de l'espace. On est parti du droit de sang au droit de l'espace. Voilà. Alors,
est-ce que le fait, par exemple, qu'on dise que... Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette territorialité chaque de la République. Camerounais est chez lui, partout où il se trouve, amener cette loi, est-ce que on peut dire que c'est anticonstitutionnel? Je pense que c'est là toute la complexité, M. Bouba, de cette affaire. Parce qu'en réalité, je me posais, pendant que les copanélistes intervenaient, je me suis demandé, mais si demain on déporte la capitale du Cameroun à Maroua, est-ce qu'on aura forcément le même débat? Et pourquoi pas? Parce que je pense que l'enjeu de la ville est aussi quelque chose de sous-jacent dans le débat qui est en train d'être fait. Je voudrais dire à M. Omba que la question de la communauté urbaine, telle qu'elle a été positionnée dans cette loi aujourd'hui, elle est nécessaire. Parce que je crois que la loi dit clairement quel est le rôle de la communauté urbaine, qui va se situer, si vous voulez, ce que vous appelez les journalistes super mairie, qui va se situer dans la coopération décentralisée. Parce que la loi dit clairement, en fait le projet de loi qui est sur la table des députés, qu'elle va plus intervenir dans l'intercommunalité ainsi que les projets structurants. Cela signifie qu'il y a forcément des travaux ou des structures qui ne permettront pas aux communes de pouvoir s'entendre. Il n'est pas anormal qu'il y ait un acteur qui peut fédérer cette réalité. Mais pour moi, je pense que ce ne serait pas anticonstitutionnel parce qu'en réalité, c'est au peuple de choisir. Moi, je continue de le dire. La conservation des équilibres, parce que ceux qui revendiquent les équilibres, évidemment, c'est tout à fait normal, hein, parce que dans ce débat qu'on fait en même temps, tout le monde ne veut pas être très sérieux. Si vous analysez les listes des municipales qui ont été, vous enlevez Douala, Yaoundé, très peu de listes ont tenu compte des résidents d'autres tribus qui vivent dans les arrondissements. Vraiment, très peu. Si vous prenez chaque liste dans les arrondissements, vous allez rarement voir à l'intérieur des autres communautés. On va les voir très souvent lorsque, voilà, il faut qu'ils votent puisqu'ils sont des électeurs. Donc, il faut qu'on soit franc. C'est pour ça que nous nous disons, oui, il faut aller vers la logique du droit du sang au droit de l'espace. C'est ce qui est meilleur pour tout le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé. Moi, j'ai fait mes études à l'extrême nord. Monsieur Bouba, je serais plus facilement maire à Kidigis qu'à Bokito. C'est une réalité. J'ai fait cette année, je parle le tout pourri, je parle le foufoudé. Je parle même dans une certaine mesure le Munda. Je suis même plus ancré dans cette communauté, je suis plus introduit dans cette communauté que dans la mienne. Bon, dans la logique de stigmatisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et ce qui pousse à ce que, vous voyez des Camerounais qui sont dans les villes, mais ils se comportent avec toujours l'idée du village. C'est-à-dire que vous êtes à Yaoundé, il y a des choses qui se passent dans le quartier, vous ne vous sentez pas impliqué parce que vous... C'est-à-dire, à l'intérieur de vous, vous avez évolué avec l'idée que vous n'appartenez pas à cette communauté et que c'est dans votre village que vous devez partir. Mais si on réussit à développer l'idée selon laquelle il faudrait que l'espace devienne plutôt maintenant l'enjeu le plus important. Si j'ai vécu, j'ai passé ma vie ici à Yaoundé et que je peux, par des mécanismes de politique politicienne normale, réussir à solliciter une fonction de maire de la ville de Yaoundé, ça ne devrait pas être un problème. Mais nous en sommes encore quand même à beaucoup de choses qu'il faudrait faire évoluer dans les mentalités, de telle sorte que qu'on cesse de raisonner dans la logique de que si je suis maire de mon village ou de ma communauté. On est parfaitement d'accord. Hein. Tant qu'on va évoluer dans cette perspective-là, effectivement, il y aura des replis. Nous avons vu les débats où certains ont demandé 80% des originaires dans les listes. Parce que le problème se pose beaucoup plus dans les villes de Douala et Yaoundé. Ailleurs, le problème n'a pas la même ampleur, la même intensité. C'est davantage dans ces villes-là. Et d'ailleurs, tous les exemples que vous voyez qui sont pris, c'est plus à Douala et à Yaoundé. Moi, je dis, Serge Espoir Matomba, il a plusieurs fois martelé, c'est vers là où nous devons aller si nous voulons construire une nation. Parce qu'en réalité, tel que nous sommes en train d'évoluer, même les considérations que nous avions à une époque, qu'on pouvait attribuer les jeux de rôle, qu'on attribuait à une tribu, à une autre, ben, aujourd'hui c'est dépassé. Et on vous disait par exemple à l'époque que ceux qui étaient plus enclins à consommer de l'alcool, c'était peut-être telle tribu, mais aujourd'hui, je suis désolé, hein, quand vous arrivez dans des débits de boissons, il y a toute une confusion. On ne peut plus dire avec exactitude que c'est tel ou tel autre qui puisse faire. Donc il faut qu'on aille vers cela, mais il faut que les gens soient francs.
Parce que, effectivement, nous devons cesser de raisonner dans la logique de la tribu. Parce que tant que nous allons raisonner dans la logique de la tribu, ça posera toujours un problème. Ce qui n'a rien à voir avec la tribalité. Parce que moi, je suis fier d'être de chez moi, mais cela ne voudrait pas dire que je dois avoir la perspective de penser que le chez moi est plus important que chez quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on est à une fonction de responsabilité, on doit pouvoir assumer et travailler pour l'ensemble des personnes pour lesquelles nous sommes là. C'est pour ça que moi, je me suis toujours opposé, par exemple, à la logique des ministres qui vont célébrer leur nomination ce mois chez eux. Parce que tout ça, ce sont des trucs qui font en sorte qu'à un moment donné, ça provoque des stigmatisations et ça crée justement des débats de nature que nous avons. Et je dis encore, M. Bouba, pour moi, si vous n'aviez pas introduit ça dans votre conducteur aujourd'hui, je vous aurais dit qu'il y a des choses plus importantes à parler dans cette loi. Je vous prends un par exemple simple. quoi? Les mécanismes de fonctionnement des communes. L'État a conservé la même mise qu'elle avait déjà avec les préfets sur les communes qui empêchaient les communes de fonctionner. Cette mise revient encore davantage. C'est la deuxième partie, justement. C'est la deuxième partie de ce programme. On en vient tout à l'heure. On finit d'abord avec les conséquences, on va dire, les avantages de cet article 246. Alors, Pidon Omba, qu'est-ce que le législateur cherchait exactement en disant qu'il faut absolument un autochtone à la tête des mairies? Je pense que qu'est-ce qui était recherché exactement? Je crois vraiment, vous savez, c'est un débat qui m'étonne beaucoup parce que comme il l'a dit, c'est tout un code, mais les gens se focalisent sur un article. Et c'est ça qui est intriguant dans cette affaire. Moi, je crois que c'est pas le législateur pour l'instant, c'est le gouvernement qui a proposé cela. Alors, ce que le gouvernement, je crois que ce que le gouvernement recherchait, c'est maintenir les équilibres. Il faut vous dire que actuellement, Ntoné qui est à Douala, il est bien de Douala, non? Timi qui est délégué du gouvernement, il est bien de Yaoundé, non? Et ainsi de suite. Donc vous allez à Garoua, vous allez partout où vous voulez, c'est des gens qui ont quand même une histoire d'installation ancienne de leur famille. En fait, c'est la même chose qui revient. C'est pour ça que je dis que de mon point de vue, c'est un équilibre que le gouvernement a voulu maintenir. Maintenant, mais sauf que le changement, c'est qu'ils sont désormais élus. Ils sont élus. Moi, je crois qu'ils ont, en faisant en sorte que ces maires-là ces maires de ville soient élus, ils ont résolu un problème. Peut-être que le deuxième problème sera résolu après. Le problème qu'il y avait à résoudre, c'est quoi? C'est que les délégués du gouvernement qui étaient nommés par le président de la République répondaient devant le président de la République, éventuellement, s'ils répondaient là-bas. Mais ce que je crois, l'envie du peuple, c'était que le peuple voulait avoir un droit de regard ou alors un avis à donner sur les actions des délégués du gouvernement pour, en termes éventuellement d'élection. Et ça s'appelle de la redevabilité. Donc un délégué du gouvernement ne doit pas être quelqu'un qui est en marge de la société, qui marche sur la ville, qui estime qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Je crois que c'est le problème que le gouvernement a voulu résoudre pour l'instant. Le deuxième niveau le deuxième niveau de la question, qui est celui de l'autochtonie, moi je crois que c'est une question accessoire sur laquelle on devrait passer. D'autant plus que, de mon point de vue, et vraiment humblement, je pense que quand vous êtes installé quelque part, d'où que vous veniez, vous avez le droit à la participation. Vous donnez votre avis et vous pouvez diriger. Et c'est en cela que les mairies restent ouvertes aux originaires de toutes les communautés. Moi, je crois que la question ici n'est même pas une question. La mairie de ville, de mon point de vue, n'est même pas une question importante. Ce qu'il faut régler, c'est les problèmes du quartier. C'est les problèmes des quartiers voisins. C'est-à-dire que si vous êtes maire de Yaoundé 6, c'est les questions des gens de votre quartier que vous attendez. Alors, et les gens qui sont originaires d'autres régions, de mon point de vue, ont toujours la possibilité de postuler à ces fonctions. Je trouve anormal que nous nous focalisions sur la problématique d'un seul poste dans la ville, alors qu'il y a un ensemble de postes qui permettent aux gens de s'exprimer, qui permettent aux gens d'impulser même des dynamiques de développement et tout. Et je crois que c'est là où il faut plutôt s'interroger. Les personnalités ou alors les personnes issues des régions différentes de celles qui les accueillent peuvent bien continuer de participer et même impulser le développement à travers les mairies, on a parlé tout à l'heure des députés. Donc, vous pouvez être originaire de n'importe où, et parce que vous êtes influent dans une certaine zone, vous faites désigner député. Ça arrive souvent, ça arrive, et ça arrive à Douala, ça arrive à Yaoundé, ça arrive partout. Donc moi je crois que c'est des questions qui... C'est plus, si vous observez bien le débat est plus un débat théorique qu'un débat pratique. Comment est-ce que nous-mêmes nous comportons?
Comment est-ce que chacun d'entre nous se comporte? Quand les gens meurent chez moi, on va les enterrer au village. Pourquoi est-ce qu'on va les enterrer au village? Donc le terroir, c'est seulement quand ils sont morts. Donc moi, je crois qu'on ne doit pas abandonner le lien que nous avons avec nos terroirs respectifs. Et je pense vraiment très humblement, hein, c'est un débat qui emballe la société, mais je crois qu'il faut bien qu'on se positionne là-dessus. De mon point de vue, chacun doit être rattaché à un terroir. Et dans la question qui nous concerne, il s'agit simplement du poste de délégué du gouvernement, et il y en a combien au Cameroun pour que cela cristallise autant l'attention du peuple. Jean-Baptiste Temengue, cela nous amène à poser la question fondamentale, qui est autochtone au Cameroun et qui est allogène, finalement? Non, mais j'ai donné ma position de républicain au départ. Le mot autochtone est incompatible dans l'absolu avec les valeurs républicaines. Je suis parfaitement d'accord avec le principe de la territorialité, de la citoyenneté. Mais sauf que tout cela survient quand les citoyens sont véritablement des citoyens de l'État-nation. Et donc il y a une différenciation irréversible, définitive entre l'appartenance tribale, religieuse et tout le reste qui relève du privé et l'espace public, c'est-à-dire l'espace politique. Ce n'est pas encore le cas. Si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il est d'accord, parce que le chef de l'État, à l'issue des recommandations du grand dialogue national, par volonté d'apaisement pragmatique, a pris des mesures de discrimination en accordant un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, statut spécial qui pour moi républicain n'est pas normal et que je suppose aussi provisoire dans mon idéal républicain d'une intégration nationale pure et parfaite, alors je ne vois pas pourquoi tous les autres équilibres qui sont encore nécessaires, accès à la fonction publique, équilibre régional, accès à un certain nombre de fonctions politiques, équilibre régional, tous ces équilibres sont dans le cadre du Cameroun actuel, ces équilibres sont nécessaires pour préserver la République. Paradoxalement, c'est ça le problème. Donc, il y a un idéal vers lequel nous devons tendre, je suis d'accord, c'est-à-dire que chaque Camerounais soit chez lui partout, puisse être chez lui là où il est, mais nous n'en sommes pas là parce que nous tous, consciemment ou inconsciemment, nous mettons encore l'appartenance tribale avant l'appartenance nationale. C'est ça le problème, c'est ça la réalité. Et donc, dans ce cadre-là, nous devons au moins préserver des équilibres qui fassent que ça ne dégénère pas. Que ça ne dégénère pas. Les conflits ethniques, les guerres civiles en Afrique sont dus à quoi? C'est à ça. Et donc, pour qu'on préserve, pour avancer, et non pas qu'on détruise, il faut préserver les équilibres et aller progressivement. Les gens ne peuvent pas être scandalisés. C'est une hypocrisie totale. Et c'est les tribalistes ne peuvent pas être scandalisés pour un article qui consacre en fait une pratique provisoire. Et ils ont soutenu depuis 3 ans des bandits qui, au nom d'une identité tribale, revendiquent une spécificité, une sécession, et aujourd'hui disent qu'ils sont scandalisés parce qu'on consacre un équilibre qui est provisoire. Non, je trouve ça hypocrite et très dangereux. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un débat politique objectif et sincère. Les gens parlaient de dialogue sincère, dialogue inclusif et sincère. Mais où est donc la sincérité dans tout ça? Est-ce que dans cet article, on trouve également la protection des minorités? Mais ça va de soi, ça va de soi. Je crois que les minorités, au-delà, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est fait dans ce sens-là. Et j'irai même plus loin, parce que le tribalisme même de ce débat de fond, c'est qu'on oublie qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas des 10 régions, hein, qui sont pourtant des Camerounais. Vous les mettez où? Les Bamlékés, les Peuls, les Zéwondo, les Boulou, tout le monde se bat. Qui veut prendre quoi? Mais tous les autres Camerounais qui ne sont pas de ces 10 tribus, les fils de 2e, 3e génération des réfugiés tchadiens à Yaoundé, depuis les années 80, ils sont quoi? C'est des Camerounais. Les fils de Béninois réfugiés du communisme du président communiste. Non, pas, c'était au Bénin. Alors, moi j'ai fait le lycée avec certains de ces réfugiés, ils sont là, leurs enfants sont quoi? C'est des Camerounais. Et ils ont grandi ici. Les réfugiés même centrafricains qu'on accueille aussi, aujourd'hui, tous ne vont pas rentrer. Ils sont quoi?
Et même chose même pour ceux des enfants, quand on évoque la double nationalité, qui sont nés, ces métis, qui naissent partout aux États-Unis ailleurs. Un jour, si l'un d'eux décide que j'ai un parent sur deux qui est camerounais, je préfère rentrer au Cameroun, il sera de quelle catégorie? Alors tout cela nous amène à préserver, au devoir de préservation de l'idéal républicain, mais en parfait réalisme, la politique c'est la gestion de l'existant, et il faut que le chef de l'État a cédé, c'est pas son idéal, le chef de l'État. C'est l'un de ceux qui ont bâti, en fonction de la notion d'unité nationale qu'on lui a déléguée, qui ont battu cette intégration nationale, qui se sont battus pour que ça avance. Aujourd'hui, il est piégé par des opportunistes politiques qui le ramènent en arrière, qui nous ramènent tous en arrière sur la notion de valeur républicaine. Et ceux qui nous font faire cette marche arrière, vraiment de grâce qu'ils ne soient pas les premiers à se moquer de la tête des Camerounais. René, si on laisse un peu cet aspect, on peut dire qu'il y a une avancée avec désormais l'élection au poste de super-maire, qui par le passé, ils étaient nommés. Il y a une avancée, mais il y a quand même aussi des reculades par rapport à ce projet de loi, surtout quand on sait que les acteurs majeurs de la décentralisation que sont les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets, gardent toujours la main dans le fonctionnement au quotidien des mairies. Oui, pour moi, c'est là que le débat normalement devrait se porter, parce qu'en réalité, on n'est pas sorti de l'ornière. On connaît très bien l'épée de Damoclès, les boulots de discernement que les préfets posent par rapport au fonctionnement des communes, surtout quand on est dans le contexte des communes de l'opposition. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, on a maquillé ça, peut-être qu'avant avec l'observation de la légalité, parce que on dit qu'il est là pour constater la légalité de tous les actes qui sont pris par la mairie, mais sauf que ça pose un problème dans le fonctionnement des communes. Parce qu'en réalité, on a vu comment est-ce que les préfets paralysent l'action des communes. On a un conseil régional, mais on conserve encore les fonctions de gouverneurs qui, évidemment, la loi le dit clairement, qui sont les représentants de l'État, qui vont donc passer le temps à contrôler et à apposer, si vous voulez, leur avis sur tous les actes, du moins les actes les plus importants que prendront les communes. Mais dans un contexte de décentralisation, il fallait lever un peu la pédale. Parce que je pense qu'il faut donner un peu plus, parce qu'on est là, comme dans l'infantilisation. Je suis d'accord qu'il y a un travail de pédagogie à faire auprès des maires. D'ailleurs, j'en appelle à la population. Les futurs maires qui doivent être élus doivent avoir le profil de l'emploi, qui doivent maîtriser effectivement ce qu'il y a lieu de faire, parce que la mairie deviendra de plus en plus complexe. On parle aujourd'hui, si ça se traduit dans les faits, de 15% du budget de l'État qui va être reversé au niveau des communes. On a commencé avec ça cette année-ci, les 100 millions qu'on a envoyés aux communes, à chaque aux 36 communes, qui représentaient pratiquement 2% du budget. Mais fort heureusement, l'une des recommandations du Grand Dialogue, c'était de porter ça à 15%. Donc, pour moi, il faut que cette loi, si vous voulez, puisse diminuer l'autorité de la préfecture, notamment parce que peut-être, je ne vais pas rentrer dans la théorie parce que la région ne fonctionne pas encore, mais au moins pour ce qui est de la commune, on voit au quotidien comment les communes souffrent justement de cette activité où on a vu évidemment des délibérations être prises par le conseil municipal, mais qui est battu en brèche véritablement par le préfet. Et ça, c'est les problèmes les plus importants parce que si on se retrouve dans la question de la pratique administrative au Cameroun, où on voit comment est-ce que lorsqu'on est particulièrement d'une commune de l'opposition, comment on s'ouvre pour implémenter, quelle que soit la qualité de vos idées, ça pose un problème sérieux. Et comme je l'ai toujours dit, pour moi, c'est des questions plus importantes. Mais au demeurant, ce code, il faut le saluer. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. M. Bouba, d'ailleurs, vous vous souvenez ici que lors de la campagne présidentielle, le PUS a martelé qu'il ne peut pas avoir de décentralisation sans toutefois doter les communes d'une ressource humaine appropriée. Nous sommes heureux, nous avons d'ailleurs exprimé notre satisfaction au sein du PUS, qu'on ait pris en compte le développement d'une fonction publique locale, même si le code précise que ce sera l'objet d'un décret du président de la République, mais au moins, c'est déjà bien que ça existe et que cela se fasse. Parce que vous ne pouvez pas développer une commune
si vous n'avez pas de la ressource humaine appropriée pour pouvoir transformer les biens de la nature en biens de développement. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui avancent, mais le fonctionnement en termes de l'effet dans la pratique administrative que les préfets ont sur les communes, on n'a pas beaucoup bougé sur cet aspect. Alors, décentralisation ne veut pas dire, Pinongba, abandon, parce que l'État n'abandonne pas. L'État doit toujours avoir un regard sur la gestion de ces communautés décentralisées. Est-ce que le rôle que jouaient les sous-préfets, les gouverneurs et les préfets, avec cet aménagement, est-ce que, on ne va pas dire leur capacité de nuisance, est-ce que on peut s'attendre davantage à une saine collaboration entre le maire et le sous-préfet qui, généralement, ils n'ont pas suffisamment d'espace pour bien gérer et, conséquemment, parfois on retrouve des maires qui sont en prison pour mauvaise gestion. Bon, je crois que ce sur quoi il faut insister, c'est surtout, vraiment de mon point de vue, la qualité des ressources humaines qu'il y aura dans les conseils municipaux. Et à l'intérieur des conseils municipaux, quels sont ceux-là qui vont représenter? C'est-à-dire, quels sont ceux-là qui seront choisis pour être dans l'exécutif communal? C'est quelque chose de déterminant. Vraiment, humblement, je pense que il ne devrait pas avoir de problème de cohabitation entre l'administration territoriale, si on peut appeler ça comme ça, et les exécutifs, notamment municipaux. Parce que les représentants de l'administration qui restent en poste, y compris jusqu'au niveau des communes, sont chargés de l'encadrement de l'activité des maires. Vous savez, il y a un ensemble de règles qui sont au-dessus de la mairie. Et vous savez que au niveau de la mairie, le conseil municipal crée un cadre juridique à travers les délibérations. Et je pense que l'État ne peut pas laisser chacun faire ce qu'il veut sans un encadrement. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question de l'état d'esprit des représentants de l'administration. C'est aussi un peu la question de comment est-ce que les maires ou alors les exécutifs municipaux vont percevoir l'administration. Je crois que c'est là la question qu'il faut résoudre. En principe, il ne devrait pas avoir de problème de cohabitation, de questions de cohabitation, puisque les domaines de compétences sont bien séparés. Chacune des autorités a un domaine de compétences et, honnêtement, dans un environnement où les gens veulent collaborer pour le bien-être des populations, ces deux entités ne devraient pas se marcher dessus. Maintenant, ce sur quoi moi j'insisterai plutôt, et ce sur quoi moi j'insiste, c'est la qualité des hommes, la qualité des ressources humaines que nous avons dans les conseils municipaux. Est-ce qu'on a suffisamment de personnes outillées pour affronter cette décentralisation? Ça, c'est donc une question qu'il faut poser aux états-majors des partis politiques qui ont investi des candidats. Vous savez que parfois, ça fonctionne par copinage, ça fonctionne par reproduction de l'espèce, c'est-à-dire je suis tel et puis mon fils doit aussi être un tel. Ça fonctionne très peu, souvent, par compétence. Et c'est ça qui peut être le problème. Il faut savoir que ceux qui seront maires demain, ils auront encore plus de responsabilités. Ça veut dire qu'ils feront face à encore plus de risques de glissement s'ils ne sont pas outillés pour bien gérer. Et c'est ça qui est le plus important. Donc maintenant qu'il y aura plus de ressources, il faut bien que les maires aient les capacités managériales pour gérer de manière efficiente ces ressources au bénéfice des populations, mais aussi la compétence pour pouvoir conduire les politiques de développement. C'est ce qui est important. C'est pour cela que moi, par exemple, je me suis intéressé à cette question cette fois-ci. Parce que je me suis dit, c'est peut-être le moment, on parlait de communauté tout à l'heure et de repli, c'est peut-être le moment pour moi, qui vais au village tous les samedis, vous le savez. Moi, je suis naturellement replié vers chez moi. Bien que j'habite Yaoundé, j'ai un terrain à Yaoundé, mes enfants sont nés à Yaoundé, ils grandissent ici. Je ne me plains pas de ce que j'ai, que mon village soit là où il est. Donc, je me suis dit qu'il est peut-être question pour nous de nous rapprocher de nos communautés
pour les développer. Parce qu'au-delà de tout, toutes les personnes qui posent les questions de nationalité ou d'identité aujourd'hui, c'est bien des gens qui vont au village le samedi. C'est bien des gens qui résolvent les problèmes des gens de leur communauté. Je dis par instinct. C'est-à-dire que quand un gars a un problème au village, c'est moi qui l'appelle. Il ne vous appelle pas. Pourquoi est-ce qu'il ne vous appelle pas, il m'appelle? Donc pour dire que chacun d'entre nous reste lié à son terroir d'une manière ou d'une autre. Donc la question de la décentralisation ou alors la question des nouvelles relations qui vont naître entre l'administration et les élus locaux aujourd'hui, c'est plus, de mon point de vue, un problème de collaboration. L'administration camerounaise a besoin d'une mutation sur le plan de la conception de l'autorité. Il faut savoir que l'administration aujourd'hui, ce n'est plus l'autorité d'hier, c'est-à-dire ces gens qui... ainsi de suite. Il faut savoir qu'il faut maintenant collaborer avec les élus locaux qui, de mon point de vue, auront un peu plus de pouvoir et s'ils sont compétents, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de mal à manager les relations entre les deux. Alors, Jean-Baptiste Temengue, il y a quand même 15% de recettes reversées aux communes, ce qui pourrait éventuellement ouvrir les portes au détournement. Est-ce que désormais on pourra, par exemple, s'attendre à ne plus voir de guéguerre entre les sous-préfets et les maires pour la gestion, un, et puis de deux, au niveau même du personnel de gestion au quotidien, est-ce qu'il ne faille pas penser à une formation préalable pour qu'on assiste à un développement efficient et efficace? Alors, j'ai retenu que beaucoup de débatteurs font cette erreur, commettent cette erreur. J'ai retenu que Monsieur Bois, vous-même, vous opposez État aux mairies. L'État et les collectivités, les mairies, les collectivités territoriales décentralisées sont l'État. Sont l'État et le représentant de l'État, le chef d'État au niveau du Parlement, c'est le préfet. Les collectivités territoriales, c'est comme les lycées, c'est comme qui sont co-gérés avec les parents d'élèves, c'est comme les établissements de santé, c'est l'État. Les mairies, c'est pas hors de l'État, on parle de décentralisation de l'État. Les mairies, c'est l'État. D'ailleurs, le chef de l'État, lui-même, n'est pas un fonctionnaire. C'est un citoyen choisi au suffrage universel direct qui n'est pas fonctionnaire. Ça peut être un homme d'affaires, ça peut être n'importe qui, un des nôtres qu'on choisit, qu'on met à étudier. Donc, l'État, ce n'est pas parce qu'on est élu par les citoyens, comme maire, comme député, qu'on ne fait pas partie de l'État. Ce sont les institutions étatiques, les collectivités, le Parlement, la présidence de la République et tout le reste, et le gouvernement. Mais seulement, je trouve aussi qu'on exagère sur les conflits entre les maires et ce personnel du commandement, parce que beaucoup de choses ont évolué déjà. Alors la nouvelle loi va faire évoluer beaucoup d'autres choses, notamment le libre choix des orientations par les délibérations au niveau du conseil municipal. Le préfet n'a aucune autorité pour annuler une délibération. S'il trouve qu'il y a un problème de constitutionnalité ou de légalité, il saisit le tribunal administratif. Ce n'est pas lui, en tant que préfet, qui peut dire au conseil municipal, faites ici comme cela. D'ailleurs, ce sera aberrant, puisqu'on veut promouvoir la démocratie locale. Donc, cette loi permet une certaine évolution vers quelque chose de républicain. Et je crois que chacun a son rôle à jouer. Si jusque-là, par contre, les mentalités doivent évoluer, moi je crois que on se trompe en disant que ce sont les préfets, les sous-préfets qui doivent seuls évoluer. Et je crois qu'ils ont beaucoup évolué. Ce sont les mentalités des citoyens. Parce que la réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est que les mairies sont gérées par un seul homme, le maire. Même le conseil municipal n'est pas très souvent au courant. Le premier adjoint n'est pas au courant, le deuxième adjoint n'est pas au courant. Et donc le préfet le sait. D'ailleurs, tout citoyen a le droit de participer au conseil municipal. Le conseil municipal n'est pas à huis clos, il est ouvert. Combien de citoyens y vont? Personne. Donc, et le préfet le constate. Démarche collective. Enfin, je crois que moi, je ne fais pas de la décentralisation une religion. Il faut être pragmatique. On va mettre sur pied les ultimes institutions, c'est-à-dire les conseils régionaux, mais c'est un processus long qui va être sûrement, probablement corrigé progressivement. Voyez-vous les États qui sont dans ce processus de décentralisation depuis 30-40 ans, la France, chez qui nous copions beaucoup de choses,
est en train de revoir parfois la copie. Pour revenir aux ressources humaines, c'est pour dire que les ressources humaines, pour qu'on ne tombe pas dans le piège que où la France est tombée, que la décentralisation diminue plutôt notre potentiel de croissance, parce qu'il y aura un alourdissement des charges de fonctionnement de l'État à différents niveaux, et c'est pour ça qu'on supprime, on revient, on fait marche arrière en France aujourd'hui pour rétrécir la décentralisation. Les transferts de compétences, il faut bien veiller à ce que l'État faisait, et le faisait hier avec un personnel. Donc ce personnel est là. C'est ce personnel qu'il faut transférer. Comme ça, ça diminue les dépenses. Vous ne pouvez pas transférer 15, 20, 30% de compétences de l'État et vous gardez le même personnel qui faisait ce travail au niveau de l'État pour le payer avec quoi? Et recruter d'autres personnes au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est un travail technique qu'il faut faire progressivement pour transférer non pas seulement les moyens, mais transférer aussi, mettre à la disposition des collectivités tout ce personnel et veiller vraiment à ce que, parce que la décentralisation en France, moi je suis convaincu, je n'ai pas fait d'études dessus, je vais vérifier, mais je suis convaincu qu'elle a diminué la croissance française. Et c'est pour ça qu'il la corrige, parce que ça a surchargé, multiplié les dépenses de fonctionnement de l'État, donc asphyxier les entreprises françaises, quelque part en diminuant leur compétitivité. Pour que nos entreprises, la production des richesses soit vraiment réelle, je crois qu'il faut faire très attention, il faut veiller à ce qu'on remplisse les préalables et que le processus de décentralisation soit fait de façon rationnelle, y compris dans les mairies, parce que si on arrive dans les mairies, parce qu'il faut recruter, quelqu'un recrute 1000 personnes alors que ces 1000 personnes ne produisent rien, ça ne sera pas du social, ce sera plutôt la destruction des richesses. Dernier tour de table sur cette question. Est-ce que de manière globale, avec ce projet de loi soumis à l'Assemblée nationale, à cette session extraordinaire, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement y a tromperie sur la marchandise? Non, je dirais pas ça. Évidemment, on ne part pas comme ça, on ne quitte pas le confort comme ça pour, si vous voulez, un aspect de rénovation. Mais il faut quand même se satisfaire de ce que, pour ce que j'ai déjà lu, hein, je n'ai pas encore achevé la lecture, c'est quand même 501 articles, c'est très volumineux, j'ai vu, c'est plus de 140 pages, donc il faut lire progressivement pour pouvoir bien comprendre. Je crois que ce que j'ai déjà lu jusqu'ici, il y a quand même des choses très intéressantes, je l'ai dit. Je suis entièrement d'accord, j'ai d'ailleurs attiré l'attention de ce que c'est le personnel au niveau des mairies qui rendront la décentralisation effective ou intéressante. Parce que si vous avez des maires consommateurs, si vous avez des maires qui se contentent du compte administratif qu'ils ont trouvé au moment où ils ont pris la mairie n'ira nulle part, c'est-à-dire qu'ils ne produiront rien. Il faut donc avoir un personnel parce que avec 15%, ça veut dire que si on regarde seulement le budget actuel, chaque commune aura au moins 1 milliard de francs dans ses comptes ou d'argent. Et du coup, il faut, je suis d'accord avec M. Mbak, il faut des capacités managériales extrêmement intéressantes, au-delà même des capacités de leadership. Donc, il appartiendra maintenant aux communes parce que si l'État cède, l'État ne viendra pas travailler à la place des communes. Il faudrait que les communes réussissent maintenant à trouver des mécanismes nécessaires pour pouvoir développer. C'est une avancée. Il y a forcément 1 ou 3 choses qu'on doit corriger dans la loi, mais je pense que par rapport à la situation où on était, c'est une avancée qu'il faut saluer parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on demandait, qu'on retrouve. Je prends autre chose que nous allons d'ailleurs proposer dans le cadre de nos campagnes. Ce sont les comités de développement participatif parce que la notion de budget participatif doit être une réalité au niveau des communes pour éviter justement que la commune soit gérée juste par le maire qui développe des projets sans tenir compte des priorités de ces populations. Pinon Ongba, l'article 246, comment est-ce que, ou alors comment doit-on rendre cet article productif pour nos communautés décentralisées? Honnêtement, moi je crois que c'est un détail. J'insiste là-dessus. Pour moi, c'est un détail. Quand on forme un gouvernement, les gens du non-ESO attendent leur ministre. Pourquoi est-ce qu'ils attendent leur ministre? Oh, c'est même pas le ministre du non-ESO, c'est même le ministre de la République. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous... Pourquoi? Je ne sais pas si vous... Donc, de mon point de vue, un seul poste ne peut pas cristalliser autant l'attention d'une nation. Maintenant, je vais... Sur les questions de décentralisation, il faut savoir que...